Et du coup, avant que tu mettes la science, parce que sinon je vais finir rouge. Et... Ouais, oui. Parce que tu vas te dire, pourquoi il y a une saturation à fond sur le téléphone, c'est nul. 2, 3. Je pense que ça sera bien. Je pense que ce sera pas mal. Ça sera pas mal. Est-ce que je dis bonjour quand même? Salut à tous. Je sais pas qui va regarder vraiment. Peut-être qu'ils seront deux pelés, ça sera Chloé et moi. 3 et toi. Ouais, parce que moi aussi je regardais la vidéo donc. Tu regarderas si j'ai fait de la merde ou pas. Bonjour Brice. Ouais, salut. Déjà, salut, ça va? Merci de m'accueillir chez toi, dans ton Athlète Factory. Est-ce que tu as un autre petit nom pour ce lieu? Non, c'est une globalité. Donc tu nous accueilles dans un magnifique complexe, je ne vais pas dire que ça, parce qu'il y a aussi une piscine à côté. Ouais. Gros complexe. Est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu? Parce que moi je te connais très bien, Ouais. les gens pas forcément. Eh bien, moi j'étais nageur de haut niveau. J'ai fait que ça pendant quasi toute ma vie. J'ai arrêté en 2014. J'ai arrêté de nager en 2014 et du coup j'avais passé déjà mes BE dans la natation et je voulais élargir en passant les BE de prépa physique qu'on a passé ensemble derrière en 2016. Et après ça, je suis parti à l'étranger quelques temps et je suis revenu dans l'idée de créer une structure sportive qui allierait natation et prépa physique. Donc j'ai eu la chance de tomber sur cette structure où je me suis associé avec le propriétaire. Et on a décidé de développer le truc et à la base il n'y avait pas cette salle là, il n'y avait que le bassin et un petit vestiaire que j'utilisais en prépa physique et avec le développement et l'augmentation des personnes qui étaient intéressées par cette structure, on a décidé de construire cette salle là depuis 2019 et depuis 2019 on tourne à fond ici entre le bassin et la salle. Du coup, tu as beaucoup de nageurs où tu englobes un peu toutes les personnalités, tu as des gens qui viennent faire que du sport dans la salle, d'autres qui font que de la natation. Des gens qui font peut-être des mix entre les deux? Ouais, c'est hyper hétérogène. Il y a des gens qui viennent que pour nager. Alors, il y a différents profils. Il y a des gens qui viennent pour la natation pure, pour apprendre et perfectionner en technique. Tu as des surfeurs qui viennent pour se préparer pour la saison de grosses vagues, en accord avec ça. Tu as des triathlètes. Après, tu as des gens qui font que de la salle pour faire de la prépa physique, du renforcement global et se remettre en forme. Tu as des gens qui reviennent pour de la réathlétisation qui sont en blessure. Et tu as des prépas pour certains sportifs de haut niveau qui visent des objectifs spécifiques. Et des gens qui font les deux. J'allais rebondir sur ça. Il y a beaucoup d'athlètes déjà de très haut niveau qui sont passés ici. Ouais, il y a pas mal. Les trophées que tu as dans la salle. Ouais. Tu peux en énumérer quelques-uns? On a eu pas mal de. On a eu Justine qui s'est entraînée ici quelques temps, Pierre Rollet pour rester dans le thème du Big Wave. Après, on a eu pas mal de triathlètes pendant le Covid. On a eu une grosse phase de triathlètes avec quasi la totalité de l'équipe de France qui est venue, donc c'était cool. Donc on s'est bien régalé sur cette période. On a eu du triathlète vraiment sur courte distance et sur longue distance avec de l'Ironman et aussi pas mal de pentathlètes avec Elodie Clouvel et Valentin Belot. Donc c'était cool de partager ça avec différents profils et différents horizons. C'est vachement bien. Du coup, sur la prépa, on peut dire que tu es plutôt large, tu as plusieurs domaines de prédilection. Ouais. Vraiment, ça, c'était vraiment juste du bonus et tu restes concentré sur on va dire, le surf et la natation. Ouais, la natation, ça reste quand même mon domaine de prédilection parce que c'est ce que je connais le mieux, je connais ça très très bien, donc c'est vraiment là où je suis le plus à l'aise. Après, j'essaie vraiment de combiner selon les besoins de chaque sportif. Tu as des sportifs qui ont plus besoin d'être dans l'eau que d'autres. Les surfeurs de grosses vagues, ils ont une grosse prépa en salle, mais il faut quand même passer du temps dans l'eau parce que c'est là où ça va très bien se passer ou très mal se passer. Donc ça dépend, je m'adapte vraiment au profil de chaque sportif. Notamment les rugbyman, souvent dans l'eau. Eh bien, j'en ai eu des rugbyman, j'en ai eu. Il y en a qui sont pas très très aquatiques, mais il y en a qui glissent quand même pas mal. Il y en a quelques-uns, c'est assez surprenant. Il y en a qui s'en sortent quand même. Ouais, il y en a qui s'en sortent, mais c'est pas la majorité, on va dire. Mais il y en a. Donc c'est cool. Faut pas faire une globalité. Mais toi, je sais pas si c'est ton cas. Si, moi je nage hyper bien, c'est connu. Voilà. On va rester sur le surfeur, on va laisser les rugbyman dans l'eau flotter comme ils peuvent. Du coup, justement, donc là aujourd'hui tu vas me faire une session d'entraînement Big Wave, pas dans l'eau mais en salle. Est-ce que tu peux présenter le sport un petit peu? Parce que le surf, il y a plusieurs étapes. Le surf, c'est assez global. Donc, tu as le shortboard, comme on voit les compétitions classiques avec le Quick Pro, tous les athlètes qu'on voit en général. Avec le shortboard, tu as le longboard qui fait aussi partie de cette fédé-là, donc les compètes de longboard, les compètes de body surf. On trouve plusieurs choses. Et après, il y a la variante du Big Wave. Donc, c'est un sport totalement à part, je trouve. C'est vraiment un autre sport, c'est-à-dire c'est des athlètes qui sont déjà très confirmés, enfin qui sont ultra confirmés dans leur sport, le surf, et qui vont chercher l'extrême, c'est-à-dire surfer des conditions, donc des vagues qui sont énormes, comme à Nazaré, c'est parce que c'est le plus connu, mais qui vont un peu partout, qui vont à Jaws, à Hawaï,
au Mexique, ils vont chercher. Et c'est un engagement qui est totalement différent parce que C'est total l'engagement. voilà, ouais, l'engagement est physique parce que déjà on prend des risques sur une potentielle chute, mais aussi la puissance de la vague transmet également d'autres puissances d'autres forces sur l'athlète qu'il va falloir compenser et arriver à gérer, plus les clapots parce que c'est souvent des conditions qui ne sont pas hyper lisses et pas hyper clean, donc il faut gérer la vitesse qu'on va avoir qu'on n'a pas sur une vague classique parce qu'on est tracté à près 70 km/h par jet ski, donc on se retrouve vite à des vitesses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur des conditions de shortboard. Donc il faut prendre toutes ces options-là, essayer de les limiter au maximum sur la part du risque et préparer au mieux, même si on sait que dans cette optique-là, rien n'est inévitable, c'est-à-dire en fait on peut être le mieux préparé au monde et ça peut très mal se passer, comme on peut y aller un peu la fleur au fusil et ça peut bien se passer par un coup de chance, mais on essaie d'éviter ce genre de situation. Donc c'est vraiment de les préparer au mieux, de faire des athlètes quand même solides physiquement, mais pas trop non plus parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop volumineux parce que si on s'engorge trop vite, c'est des gens qui passent quand même 2-3 heures à l'eau à tenir la corde, à tracter, repartir. Donc si musculairement ils sont trop volumineux, ils s'engorgent vite et ils sont moins efficaces et ça peut être compliqué. Donc je travaille plus, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais c'est ma vision à moi. Et je travaille plus dans un effet d'endurance musculaire, de faire en sorte qu'il soit solide musculairement, mais que ce soit plus sur de l'aérobie, qui puisse tenir cette intensité longtemps sur des sessions de 3-4 heures. Des fois, ils vont rester 4-5 heures à l'eau. C'est déjà arrivé. J'ai déjà vu Pierre Grolet passer 6 heures à l'eau à la corde sans sortir. Juste pour attendre le bon moment. Ouais, et puis il prend 30 vagues dans une session, donc, mais il passe 5 heures à la corde dans l'eau, derrière à attendre dans le froid. Donc c'est plus cette condition-là d'endurance, plus que d'être hyper solide physiquement. Justement, ça, comment tu vois, parce que du coup il y a toute la phase, on va dire un peu d'attente, tu te dis ok bon là ça va être la bonne condition, je vais pouvoir y aller maintenant, toute la phase où du coup tu es tracté par le jet ski, et la phase du coup où c'est bon, le jet ski est parti et feu, c'est à toi de gérer maintenant et tu prends ta vague comme tu la prends. Est-ce que toi tu vois d'autres phases dans tout ça ou vraiment tu es scindé sur ces un peu 3 parties et tu essaies de faire ces 3 parties différemment dans ton entraînement? Ou tu fais une seule grosse partie? La grosse partie, c'est surtout la partie déjà de ride en quelque sorte, c'est-à-dire c'est la partie la plus importante pour eux, où il faut qu'ils soient le plus solides pour encaisser les clapots s'il y a des clapots à cette vitesse, pour pouvoir faire quelques turns alors qu'on a une vitesse qui est énorme et sur une très grosse paroi de vague. Donc ça c'est la partie primordiale parce que c'est là où c'est ce qu'ils attendent le plus. Et après la seconde partie c'est la partie de ne pas se fatiguer sur cette période où ils vont se faire tracter, remorquer, remonter au pic en étant à la corde. C'est toute cette partie-là qui est annexe mais au final qui va influer sur la performance qu'ils vont développer sur leur période de ride qui sera assez courte, qui va faire 10 secondes, 15 secondes mais qui va être hyper intense. Donc, voilà. Donc, au final ça sera plutôt une période assez, on va dire, en termes d'aérobie assez longue, assez vraiment... plus sur une consommation d'énergie qui est faible mais qui est constante sur la durée et d'un coup il va falloir mettre beaucoup de jus, beaucoup d'intensité sur ces 10 secondes. Ça, tu dis c'est 10 secondes à peu près en moyenne générale sur les vagues ou ça peut être un peu plus long, un peu plus court? Ça peut être un peu plus long, plus court, ouais, ça peut être, des fois ça peut, si ça se passe très bien, si c'est une vague qui ouvre magnifiquement bien, ça peut durer sur certains spots, je veux dire une bêtise, 15-20 secondes, c'est magnifique. Plus sur certains spots, mais c'est assez rare selon les conditions. Mais sinon, c'est très engagé, très court. Ça peut être un run de 5-6 secondes, mais en plus, des fois encore plus court si ça se passe mal. Si on arrive en bas de vague et qu'on se fait attraper, ça dure 4 secondes, plus derrière la sanction qui s'ensuit avec la boost qu'il va prendre par une vague de 20 mètres potentiellement. C'est ça. Est-ce que justement, cette partie de sanction, comme tu dis, à un moment donné de ta préparation physique, tu la prends en compte et tu essaies de faire en sorte que l'athlète soit prêt à dire un peu inévitable, si ça arrive, tu es quand même prêt à Alors, physiquement, je pense qu'on ne peut pas combler ça. Parce que c'est tellement violent et tellement puissant qu'on peut essayer de renforcer tout ce qui est articulaire pour éviter de se luxer trop facilement, surtout les chutes, les impacts. Mais après, quand on se prend une vague de 25 mètres sur la tête, en soi, on contrôle pas. C'est inévitable. Et ça sert même à rien de lutter, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se faire plus mal qu'autre chose, parce que dans tous les cas, on va juste subir. La seule chose qu'on peut limiter, c'est au bassin, en travaillant vraiment l'apnée et se préparer à cette sensation de manque d'oxygène, vraiment forcée. Mais de là à dire, je suis prêt physiquement, je peux prendre une rousse à 20 mètres et ça va se passer correctement, non. On l'a vu avec Justine, elle était prête physiquement, elle est arrivée à Jaws, elle s'est pris une énorme vague sur la tête, elle s'est fait, comme elle l'a dit, elle s'est fait écarteler dans tous les sens, tu ne contrôles plus rien, et elle s'est blessée au genou et à l'épaule ce jour-là, mais alors qu'elle était prête physiquement, il n'y avait aucun souci, mais c'est juste, c'est pas envisageable ou gérable. Est-ce que justement ça influe pas un peu sur la confiance de l'athlète de se dire,
tu disais d'ailleurs qu'il y en a qui pouvaient arriver un peu fleur au fusil et ça se passe bien. Mais est-ce que justement, si la prépa, elle est pas, comment dire, si elle est hyper bien menée, si l'athlète est en confiance déjà physiquement, on sait qu'il a toutes les capacités pour le faire, forcément il sera mieux sur la, bien sûr, sur la vague. C'est comme tout, ça aide. Quand on est bien dans sa tête et qu'on y croit et qu'on se sait prêt, ça aide toujours. Même si on sait au fond de soi qu'on prend un risque parce qu'il est toujours là, de savoir qu'on a tout fait correctement et qu'on arrive le jour J au top de sa forme, ça influe énormément et ça permet de développer des performances qu'on n'aurait pas forcément pu si on doutait un peu ou si on avait peur plus que ça. On aura forcément peur dans ces conditions-là, mais elle sera gérée par l'adrénaline et l'excitation de se dire je suis prêt et je peux l'encaisser. Après, il y a toujours des gens qui sont un peu plus inconscients que d'autres, mais de moins en moins dans ce sport. À l'époque, oui, mais maintenant, tous les gars qui sont à l'eau, ils sont prêts, quoi. Ils s'entraînent, c'est pas les mecs qui fument et qui boivent des bières le week-end et qui se disent vas-y, c'est bon. C'est pas un peu cliché du surfeur que tu peux avoir. Non, dans le big wall, ça c'est que je le vois plus en général. Les mecs s'entraînent. Et justement, quand c'est un peu compliqué, j'imagine, de se fixer une date, de dire à ce moment-là, je sais que la vague sera énorme, c'est ce jour-là que je vais y aller. Comment tu le prends en compte un peu ça dans ton entraînement? Parce qu'au final, si tu vas pas te préparer une semaine en avance parce que tu sais que les conditions vont être bien, combien de temps en avance tu sais que tu vas. Ok, on va commencer une prépa, je sais pas, je te dis un truc au hasard, j'y connais rien sur ça. Tu vas dire peut-être que je vais commencer ma prépa 6 mois en avance, je sais que aux alentours de ce mois-là, les vagues seront pas trop mal, potentiellement je vais pouvoir y aller. Comment tu gères ça un peu au niveau de ta planif pour dire on le sait que la période clé, ça va être entre novembre et mars. Ok. C'est là où il y a les plus grosses houles hivernales. Donc c'est une période où on va continuer de travailler, mais ça va être un travail où en fait on n'a pas de date clé. On ne peut pas se dire ça va être le 12 février qu'il va y avoir une houle monumentale. On le sait une semaine, 10 jours à l'avance avec les prévisions, mais pas plus. Donc on se prépare continuellement, de façon à être prêt continuellement. On ne peut pas avoir un top niveau d'un coup en se disant je vais avoir une période d'affûtage comme sur certains sports où on se dit j'ai la compète ce jour-là, je vais faire 2 semaines d'affûtage pour être vraiment prêt. On peut pas parce que on est toujours dans l'attente. Donc on se prépare de façon à être prêt de novembre à mars. Donc en gros, il faut que je continue de m'entraîner sur cette période, mais du jour au lendemain, je peux partir sur une houle énorme qui arrive 3 jours après. Donc c'est un peu délicat, c'est quelque chose de totalement différent. Moi je viens du monde de la natation où tout est très cadré. On sait que j'ai compète ce jour-là, il faut que je performe ce jour-là. C'est vraiment hyper précis au niveau de la planif. Là c'était diamétralement opposé. Ça va être là, mais on ne sait pas quand, et il faut que je sois prêt à n'importe quand. Mais c'est ce qui fait aussi le côté intéressant de ça. De se tenir toujours prêt et de se dire on ne sait pas quand est-ce que ça part. Et là justement dans ce cas-là où on te dit ok t'es en pleine prépa, tu sais que ça peut tomber d'un moment à l'autre, là on te dit ok la semaine prochaine les vagues sont incroyables, on y va. Est-ce que toi dans l'entraînement d'un coup tu vas dire ok, tu vas essayer de passer sur une pseudo période d'affûtage? Ouais, ça va. Tu vas dire ok je vais calmer un peu, je veux qu'elle se repose au max parce qu'il y a le trajet. Et encore ça va être court comme je t'ai dit, parce qu'on l'apprend très tôt, donc quand on a vraiment une période de travail avant cette période-là, comme ça on se dit là en général c'est moins risqué, on peut vraiment se taper dedans. Et là, on va être toujours sur une période où on gère ça et voilà, comme on l'apprend 5-6 jours avant, une semaine grand max, c'est dur de faire une période d'affûtage. Alors on va plus s'entraîner sur cette période parce qu'on sait qu'il va partir, qu'il va avoir des vols ou de la route. On essaie juste de le faire récupérer au mieux et d'être prêt, mais on va dire que c'est une période d'affûtage. C'est un peu éloigné, c'est l'imprévu. C'est un peu dur, voilà. C'est juste de la récupération forcée au dernier moment en essayant d'être le plus frais possible. La dernière date que tu avais, c'était Pierre Rollet du coup. Ouais. Comment s'est passé un peu? Tu fais de très loin, tu n'es pas obligé de rentrer dans tous les détails. Pierre, c'est quelqu'un qui a une très bonne base physique. Il pratique énormément de sport. À la base, il fait du vélo, il fait un peu de course à pied, il est tout le temps dans l'eau parce qu'il est passionné par tous les sports de glisse. Donc il est tout le temps en train de faire quelque chose. C'est un hyperactif et il adore ça. Donc après, c'est pareil, quand il a commencé à nager, c'était à fond. Il fait jamais à moitié. Et la prépa, il s'était mis cette année cet objectif de se mettre à fond. Donc ça n'a pas été l'année la plus folle niveau vague, donc c'était un peu délicat parce qu'on pensait, comme chaque année, qu'il allait y avoir plusieurs sessions incroyables. Il n'a pas eu tant que ça, mais il était prêt à être 3/4 du temps. Donc on s'est mis sur une grosse phase de travail fin d'été, et après quand il est arrivé à l'automne, l'hiver, il était déjà prêt parce qu'il avait déjà une grosse base physique derrière. Donc on a direct pris la continuité et c'était top. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas été l'hiver absolu, mais on verra pendant l'hiver prochain. L'hiver prochain, il a des objectifs, il a des zones un peu ciblées ou c'est Nazaré? Il a Nazaré, après il aime beaucoup Hawaï, il va beaucoup à Jaws aussi. Okay. Il adore cette vague. Et après, il est allé en Galice aussi, trouver des spots un peu perdus. Il est aussi dans la recherche de nouveaux endroits.
Pour être le premier, justement, Même à si faire- Nazaré, ça reste la mecque du surf de gros et c'est là où il faut performer si on veut, parce que les sponsors sont en demande de ça aussi. Hein. Les sponsors veulent des images spectaculaires et c'est là-bas que ça se passe le plus souvent, donc faut être là-bas. Mais ils Ce sont travaillent. des conditions un peu à la limite de la tempête où ça fait un truc. C'est ça, en fait fait. une ambiance qui Ouais. va autour et. Ouais, le spot est hostile. Hein. Et en général, ouais, malheureusement, il y a des conditions, c'est incroyable, où c'est une houle hyper propre, mais les trois quarts du temps, quand c'est très très gros, c'est souvent une grosse dépression qui a provoqué ça. Donc c'est pas une houle hyper clean, il y a des clapots et ça devient vite hostile. C'est le mot hostile. Toi, tu as déjà été en tant je vais pas dire sport, mais supporter là, à ce moment-là où tu sais que ton athlète est parti avec lui pour. À ce moment-là, tu peux que le supporter, tu peux plus rien faire. Bah de toi, ouais, j'imagine, mais après je l'ai pas vécu ça encore. Je suis pas parti à Nazaré avec eux. Je suis déjà allé à Nazaré avec Justine et Fred. Ils m'ont fait surfer là-bas et tout. C'était à mon échelle, c'était pas à 20 mètres, mais c'était quand même déjà costaud. Et j'ai vu pour m'imprégner un peu de ce qu'ils vivaient là-bas sur place. Mais après, comme je dis, c'est toujours compliqué. Ils savent pas à l'avance et moi je travaille ici. Donc de là à se dire du jour au lendemain, viens à Nazaré, c'est quand même à 9 heures de route. Descendre à Nazaré, aller les voir, mais si c'est en pleine semaine, c'est le mardi, ça veut dire que j'annule tout le travail que j'ai ici aussi avec d'autres sportifs, donc c'est compliqué à organiser. Quoi. Mais si c'était facile, ouais, pourquoi pas. Et je pense que j'irai les voir sur une des sessions cet hiver si j'ai l'occasion. J'aimerais bien aller les voir pour performer là-dessus, mais c'est juste question d'organisation plus que de volonté. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as pu. Je vais prendre un sujet un peu plus large, mais est-ce que tu as pu voir des différences entre la préparation physique dans le big wave et on va dire dans du surf un peu plus classique sur parce que du coup tu n'as pas cette notion de durée dans l'eau, de force, de choc que tu dois prendre avec la vague, c'est beaucoup plus faible j'imagine. Ouais. Est-ce que toi tu vois des choses qui sont complètement opposées, des similitudes ou alors peut-être autre chose? Il y a une grosse base qui est similaire. Ouais. Voilà. Et après, le surf de gros, on va plus aller travailler sur, comme je dis, l'endurance musculaire, avoir des appuis quand même très solides. Ce qu'on va retrouver également dans le surf de compétition classique, parce que les mecs, ils vont quand même à des vitesses assez folles. Ils arrivent à développer énormément de vitesse. Il faut avoir des gros appuis pour envoyer des gros turns en haut de vague ou en bas de vague, certaines manœuvres. Mais ils vont rajouter cet effet un peu vraiment d'explosivité qui va être hyper importante pour eux pour envoyer des gros aérials, des phases où il va falloir pomper très rapidement pour rattraper une section ou d'autres. Donc ils vont avoir une partie vraiment explosivité qu'on va avoir un peu moins dans le big wave, mais essentiellement on se rapproche quand même de la même phase de travail. Mais après ça reste vraiment du spécifique et plus pointilleux selon les spécificités de chacun et les objectifs de chacun. Dans tous les cas, tu as adapté à l'athlète. Voilà, après c'est avoir des petites carences dans certains domaines. Là j'ai un jeune Fantin Abachi qui est en compète, qui a le problème juste au niveau de l'explosivité, c'est-à-dire il a la technique, on a travaillé un peu au niveau de sa puissance, mais il lui manque d'explosivité pour placer certaines manœuvres et du coup là ça va être l'objectif pour l'hiver prochain pour qu'il puisse aller performer. Bon, lui il est suisse et du coup il vise pour Paris 2024, du coup voilà, ça va être l'objectif pour lui. Forcément, du coup, je vais partir dans tous les sens, je le sens. Là, actuellement, dans les athlètes que tu entraînes, je ne prends pas les triathlètes que tu as et ceux du pentathlon que tu as entraîné aussi. Est-ce que tu en as d'autres qui visent les jeux ou qui ont une grosse échéance là? Non, là pour l'instant, j'ai quelques jeunes du Pôle France, mais ils sont encore jeunes en surf. Eux, je les entraîne juste en natation, donc c'est pas vraiment des objectifs spécifiques là-dessus, c'est juste faire garder la condition physique. On a Fantin que j'ai en préparation physique et un peu en bassin, lui c'est vraiment pour ça. Après sinon non, j'ai pas d'objectif, j'ai plus des gens qui veulent se préparer pour faire des Ironman, ce genre de compétition, mais pour Paris non, j'en ai qu'un pour l'instant. T'as que ceux qui ont fait des stages Ouais, eux qui sont à fond dedans, mais qui sont chacun de leur côté dispatchés, qui font leur petite vie avec leurs différents clubs et différents entraîneurs. Et justement par rapport à ça, c'était en plein confinement, c'était une période un peu compliquée. Comment ces sportifs sont venus à toi? C'est les fédés qui t'ont contacté? Ils ont contacté le propriétaire qui était un ancien triathlète qui adorait ça. Et du coup, en fait, toutes les structures étaient fermées partout. Il y a eu un peu le bouche à oreille sur cette structure-là. Tout le monde cherchait. On avait eu aussi également Philippe Lucas qui voulait venir ici à cette période. Et on avait. Tu peux pas te faire enfiler comme ça. C'est une bande d'enculés. Et on avait malheureusement, enfin pas malheureusement, on avait déjà tout complet.
Donc les triathlètes avaient été les premiers parce qu'ils avaient forcément besoin de s'entraîner énormément, donc ils ne pouvaient pas rester 2 mois sans rien faire. Donc ils ont pris directement cette option-là, ils se sont passés un peu le mot entre eux et du coup ils sont vite arrivés à beaucoup. Mais tout le monde cherchait, en fait c'était une période où tout le monde cherchait et c'était un peu le problème. Tout ce qui était piscine surtout c'était extrêmement problématique. Donc tous les nageurs ça cherchait partout, j'avais eu plusieurs DTN qui nous appelaient parce que voilà, ils étaient bloqués avec leurs athlètes, dont le DTN de l'eau libre de natation. Donc c'était vraiment problématique, tout le monde était dans la panique et du coup c'est eux qui ont frappé en premier à la porte et premier arrivé, premier servi. Et là, dans ces moments-là, tu avais un impact quand même dans l'entraînement, où tu étais un peu juste spectateur, tu les laissais gérer. Ouais, on les laissait gérer quand même parce qu'ils avaient une planification qui était déjà prévue sur 2 ans, 3 ans. Donc on ne peut pas arriver et bouleverser toute la C'était prépa. pas en lien avec l'entraîneur, t'étais juste Non, là. voilà, nous on était là. J'ai travaillé certains points avec. Après, je travaillais un peu plus longtemps avec Émilie Morier parce qu'elle est restée un peu plus longtemps et elle avait besoin de certains points en natation que j'ai travaillé vraiment avec elle, plus en prépa sur un côté abdos, cardio. Mais après, sinon, ils avaient tellement une planification qui était réglée au millimètre sur 2 ans jusqu'à Tokyo, pardon, qui a malheureusement été décalé. Ils l'ont appris ici que c'était décalé. Donc ça a été un énorme coup dur pour eux parce qu'ils avaient tout planifié à la semaine près. Donc on ne pouvait pas s'immiscer là-dedans et tout bouleverser en disant vous êtes ici, on va vous entraîner de telle manière. Justement, comment s'est passé cette annonce nous, tous les gens, j'imagine, ils ont eu l'annonce un peu via les réseaux où tous les athlètes commencent à dire que c'était décalé d'1 an. Toi, du coup, tu l'as vécu en interne, en direct. C'était compliqué, les pauvres. Comment ça se passait pour eux? C'était dur parce qu'ils étaient prêts pour ça. Je prends vraiment l'exemple de Vincent Louis qui était au top sur l'année 2020, il était intouchable, il gagnait tout. Il était dans la continuité de ça et il apprend qu'il va devoir rajouter 1 an sur sa prépa, du coup tout modifier pour arrivé au même état de forme qu'il avait à ce moment-là. En plus ça a été dur parce que du coup derrière il arrive au jeu, je sais pas, il a eu du coup des blessures qui sont arrivées, tout ça, et du coup il n'a pas pu performer, je pense, autant qu'en 2020. Je pense qu'en 2020, s'il y avait eu les jeux vraiment à la bonne date, je pense qu'il aurait pu faire une médaille olympique. Mais après, ça fait partie du jeu, ça a été comme ça pour tout le monde aussi. Tout le monde a été Donc tout le monde a été à la même enseigne, mais ça a été dur de voir la déception sur beaucoup de visages, de se dire voilà, c'est comme ça. Ils ont changé leur semaine, du coup, ils ont dit ok, bon, on relâche un peu. Alors il y en a qui ont pris cette option de relâcher un peu en disant on va en profiter pour faire un peu cet effet vacances en quelque sorte, mais pour décélérer un peu pour ensuite reprendre une phase de travail. D'autres qui ont préféré garder une phase de travail régulière, ça a été un peu chacun à sa sauce. Bon, mais après on n'a pas influé là-dedans, c'est leurs entraîneurs à l'année, leurs sélectionneurs, c'est à eux de voir avec eux et nous on s'adapte à voir. Tu as pu échanger justement avec les entraîneurs Non, pas leurs entraîneurs à eux. Non, pas leurs entraîneurs à eux parce qu'ils étaient tous très loin, entre Vincent qui avait son entraîneur qui était à l'étranger, des Canadiens qu'on ne pouvait pas visualiser à travers eux, c'est eux qui nous transmettaient tout ce qu'ils avaient à faire ou pas faire. C'était compliqué comme période les pauvres, franchement. Ouais, je l'ai vu, c'est plus zone difficile. Ouais, une zone vraiment pas fun. Après, on l'a vu sur les jeux où il y en a plein qui ont craqué un peu mentalement et qui ont annoncé que finalement les jeux ils les faisaient pas parce qu'ils se sentaient plus prêts physiquement, mentalement ils ne s'étaient plus non plus. Et après, ça laisse cette place, ces 2 athlètes, tout le monde remontait, de trouver un peu leur place sur les jeux. Mais... Et puis ça a été des jeux un peu avortés, c'était pas vraiment l'euphorie des jeux classiques, tout le monde avec des barrières, des gestes barrières, des trucs partout. C'était pas la fête. C'était pas vraiment des Jeux Olympiques, pas de public, à certains endroits, c'était triste. C'était triste. Donc je peux comprendre que déjà se prendre un changement sur sa prépa, derrière se retrouver dans des jeux un peu avortés où il n'y a pas d'ambiance, pas de public ni rien, ça peut jouer mentalement sur beaucoup de points et ça peut tout transformer. Donc il y en a à qui ça sert. Il y en a qui font totalement abstraction de ça, qui disent moi je suis là pour gagner et je m'en fous, peu importe les conditions. Et d'autres qui sont plus affectés par ça et malheureusement ça va un peu coûter ça va coûter peut-être des médailles ou autre, on ne sait pas, mais voilà. Là après avec Paris 2024, franchement on est en France, mais 2024 on est à la maison, c'est de la folie. Comment toi t'as aperçu un peu ce fait que ça reste la France mais que les jeux ils soient, pour la partie surf, ils soient pas dans la région? Comment toi t'as vécu la chose? En fait je peux comprendre d'un côté parce que Tahiti fait partie de la France, c'est une île française, ça reste un des spots les plus reconnus mondialement, c'est une vague qui est régulière, on prend moins de risques en fait sur une période. Ici on peut vite se retrouver avec 10-15 jours où les conditions sont atroces
Et sur 3 semaines de jeu, si tu te retrouves à surfer dans des conditions affreuses parce que ça ne le permet pas ici. Donc je peux comprendre qu'ils aient pris la régularité de se dire bah, on va jouer la sécurité, c'est une vague incroyable. Les conditions, ça peut être, si c'est pas trop gros ou trop petit, ça peut être un spectacle incroyable. Moi je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Après ça gâche un peu la fête parce qu'ils seront totalement excentrés du reste. Ouais, ils sont loin des autres athlètes. Mais bon, après ça reste. Ils font médaille d'or là-bas, bah, tu seras pas dans. Ouais, mais ils vont avoir l'euphorie entre eux, ça reste au final, ça va être que le circuit pro. Ça va être que des mecs qui sont déjà qui ont l'habitude des 40 meilleurs surfeurs qui surfent entre eux toute l'année. Donc ça va être une fête un peu dans leur cercle à eux, quoi. Après ils fêteront ça avec. En rentrant chacun chez soi avec leurs proches et tout ça, mais je pense que la fête elle sera pareille. Même si sur les Français on a préféré avoir ça à la maison comme pour vivre ça un peu l'émulation qu'on va avoir ici et qui va être folle. Je prends l'exemple de Polyado, j'imagine que être sur la côte basque, voire même landaise, c'est la maison pour elle vraiment. T'es fou. Toi t'as un petit. T'as des petits pronos sur les athlètes à ce moment. On est encore loin des jeux, mais. Ouais, on est loin, mais déjà c'est. Tu vois, des qualifs qui sont déjà passés. Je sais pas, en surf c'est tellement aléatoire. En vrai, si je devrais prendre juste la partie natation, oui. Oui. Je prends la partie natation, oui, Vas-y, on va avoir des médailles, on va avoir Léon Marchand. Léon Marchand, déjà, c'est la pépite absolue qui arrive. Il va nous ramener 4 médailles, je pense, au moins, à lui tout seul. Je prends note vraiment après les. Si je peux te faire un prono, je dis Léon Marchand déjà qui gagne le 200 mètres 4 nages et 400 mètres 4 nages. Ça, c'est sûr, à part s'il se casse les 2 jambes, mais je pense pas. Il n'est pas sur un sport où ça peut arriver. Donc, déjà 2 médailles d'or là-dessus. 200 mètres brasse, je suis quasi sûr qu'il fera un podium s'il fait là-dessus. Il a une des meilleures performances mondiales de l'année. Donc, moi, je dirais premier ou deuxième sur le 200 brasse. Et 200 papillons, premier ou deuxième aussi. Et je ne vise même pas la 3e place. Même pas, c'est je dis 1 et 1 sur le 4 nages, c'est sûr. Là, il n'y a pas à réfléchir. Et 200 brasses, 200 papes, j'y dis 2. Allez, 2. Et l'ancien, c'est affreux de dire ça. Et le papa un peu de l'équipe, Florent Manodou, tu le vois. Mais Florent, en fait, il fait partie d'une catégorie où le sprint 50 mètres, tout est possible. Quand on le voit, quand il gagne à Londres, il a 8, il est dernier qualifié de la finale, il a 8, personne n'y croit, et 50 mètres, les 8 peuvent bien gagner. Donc en gros, pour lui et Maxime Grousset, qui est aussi un grand espoir là-dessus, je pense que leur objectif c'est déjà de rentrer en finale. Une fois qu'ils y sont, c'est plus dur de rentrer en finale des fois que de gagner, parce que la demi-finale, les 16 sont potentiellement médaillables. Donc une fois que tu es en finale, après ça reste, c'est un sport à part, hein, voilà, tout se joue sur des détails, le départ, la coulée, la reprise de nage, la respiration, ça se joue sur des centièmes, donc tout le monde peut gagner. Et moi je dis qu'il peut faire une médaille hein, largement. Quand on voit ce qu'il a fait au championnat de France, là, il a fait une meilleure performance mondiale de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'il arrivera à retranscrire ça au moment clé. Oui, après ça se fait là maintenant, voilà, soit ça passe, soit ça casse, et dans ce cas-là c'est un peu. Je pense qu'on peut avoir les 2 médaillables dans le meilleur des cas, ce serait bien. C'est trop bien. J'avais lu que Marchand s'était fait un peu trash talk justement parce qu'il avait dit que lui les jeux il y avait pour gagner, rien d'autre. La qualif c'était pas que c'était pas important, mais lui il voulait juste gagner. Et t'avais beaucoup de. Parce qu'il s'entraîne aux USA, lui c'est ça? Ouais. En université, et il y avait beaucoup de Français qui disaient qu'il a la grosse tête, que. C'est quoi ça, c'est très français. Moi je trouve qu'en France on a un état d'esprit qui est pas fou. Et il est parti aux États-Unis s'entraîner avec Bob Bowman, qui était l'entraîneur de Michael Phelps. Et je trouve que c'est la meilleure chose qui est faite parce que là-bas, il a cette culture de la gagne un peu à l'américaine. C'est même pas considéré comme du trash talk de dire je viens pour gagner, c'est juste normal. Là-bas, on a la culture de la gagne et de la compète et je trouve ça bien. Et après, en France, on trouve toujours à redire. Et là, il sort un peu de nulle part, il est très très fort, il performe, il est sur les bases de Michael Phelps, tout le monde l'encense. Et dès qu'il dit quelque chose, ou s'il rate la moindre course, on va le descendre. Je trouve que c'est très français. Et c'est dans tous les sports, c'est pas qu'en natation, c'est pareil. Oui, Mbappé, c'est pareil, pour peu qu'il fasse un match, il marque un but, ou il marque 3, tout le monde voilà, est donc c'est dommage, mais c'est la culture française, on est comme ça. Et quand on fait du sport, on sait. Dans n'importe quel sport. En France, là, on regarde le rugby, on a une super équipe, on gagne. Mais si en Coupe du Monde, on fait un faux pas en quart de finale et qu'on se fait sortir, ils vont se faire tomber dessus. Tout le monde va dire voilà, c'est une fausse équipe, ils ont gagné pendant tout ce temps et ils s'écroulent en Coupe du Monde. Alors qu'en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est comme ça. C'est en France, il faut s'habituer, il faut jouer avec les règles et c'est comme ça. Voilà. Toi, dans ton entraînement, du coup, parce que tu sais que la France a un peu cette mentalité, est-ce que toi, dans l'entraînement, tu essaies d'apporter justement l'inverse d'amener ce culte de la gagne à tous les athlètes oui, complètement. Moi, je suis très, très compète, j'adore ça. Donc, je suis pas du tout, je suis pas du genre à dire, voilà,
l'essentiel c'est de participer. Si on, Ouais, d'accord, on l'aime bien, Coubertin, mais non, je suis pas d'accord avec ça. Tu la fermes. Si tu vas en compète, c'est pour gagner, c'est pour jouer quelque chose, tu vas pas pour Ah ouais, participer complètement et d'accord. voir les copains, quoi. Donc moi c'est mon état d'esprit, je dis pas que c'est le meilleur, mais au bout d'un moment si tu fais de la compète, tu viens pas pour crier un petit, quoi. Tu viens pour gagner. Moi je valide cet esprit, c'est la gagne ou rien. Ouais, voilà. Donc ouais, j'aime bien garder cet état d'esprit ici, pas forcément avec tout le monde, il y en a qui font pas de compète, qui sont là pour se mettre en forme et tout ça. Mais même malgré ça, j'aime bien jouer un peu sur l'ego et faire en sorte que voilà, ça marche ou ça marche pas, mais en C'est un général droit ça de marche. logique qui reste quand même assez efficace, quoi. Ouais. Tout le monde a un petit ego caché quelque part où tu sais, Ouais. à partir du moment où tu arrives à le trouver, Faut le tu peux- trouver, voilà, et appuyer dessus, mais c'est pas facile, il y en a qui sont pas du tout comme ça, mais en général ça marche, souvent. Tu vois, dans la salle, j'avais tendance à dire qu'au début, j'en repérais 3-4 qui étaient vraiment compètes, et Ouais. je savais que je pouvais jouer avec ça. Et puis j'ai l'impression que plus j'avance, plus tout le monde l'est un petit peu et tout le monde essaie de se tirer vers le haut sans le vouloir, hein, mais C'est bien, c'est une émulation. Hein. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il suffit qu'ils disent que sur cet exo, finir le plus vite possible. Je sais que là, il n'y en a pas une qui va se dire, un ou une qui va se dire, ok, je suis un peu. Ouais. Je sais que les autres sont meilleurs que moi, je vais lever le pied parce que je sais que je vais pas être au niveau et que au contraire, ils vont essayer de. Ah ouais, bah cette personne-là, c'est la meilleure, ok, t'inquiète pas, je vais aller la calmer un peu. Ouais, ça J'ai c'est vu bien, passer c'est ce qu'il devant. faut, hein. C'est ça qui permet de progresser aussi sur certains Franchement, points, ouais, de se comparer aux autres et d'essayer de rattraper le retard qu'on a sur certains points par rapport aux autres. C'est bien, c'est assez sain, je trouve. ouais, ça fait une compétition qui au final est saine parce que tu vas pas essayer de lui casser les jambes non plus, comme tu Ah, disais, voilà. le but c'est juste d'être meilleur. Là, tu finis en premier cette séance, bah forcément toi tu seras satisfait derrière. Donc, je trouve que c'est une bonne mentalité à avoir et que on devrait l'avoir dans le sport et même pas dans le sport, tu vois, dans tout en général, tu devrais essayer de te dire. Ah, mais ça marche aussi dans la vie. Il faut aussi, essayer hein. d'être le meilleur tout le temps. Mm. Bah bon, ça peut être que du positif. Hein. Ouais. Je vois pas le côté Mais négatif. après, par il rapport à faut ça. prendre tous les différents caractères et les différents états d'esprit de chacun et faire avec. Hein. Il y en a qui sont pas du tout comme ça, il faut l'accepter. Il y en a qui sont totalement dans ce mode-là, faire avec chacun. Et puis, y a pas de souci. Ça t'est déjà arrivé justement sur les jambes, on va essayer de sortir le côté hors sportif que tu as, sportif de haut niveau, j'ai dit, où tu fais une séance, tu dis ok, je sais que là j'ai un gros groupe qui est assez compétiteur, j'essaie de les amener là-dedans, et tu as vraiment une personne qui se met à part de ça, comment tu essaies de la remettre dans le groupe pour pas qu'elle soit isolée, qu'elle fasse sa séance de son côté, qu'elle En soit général, en si c'est comme ça, je fais en sorte de la mettre dans l'émulation de quelque chose, c'est-à-dire de faire une sorte de, pas de compète, mais des exercices où ils sont dépendants les uns des autres. Ok. Il y a des gens des fois qui n'aiment pas trop se mettre dans le rouge et qui tirent un peu au flanc d'un côté. Ben, ce que je fais, c'est que je vais faire une sorte, par exemple, je vais dire, il y a de la bike et tant que toi, tu n'as pas fait 300 mètres sur cette distance-là ou ça, les autres continuent de bosser. Donc inconsciemment, lui qui voulait faire 300 mètres tranquille, il est obligé de se bouger les fesses et de se dire, les autres sont en train de bosser à cause de moi. Si je mets 5 minutes au lieu de 30 secondes, les mecs ils vont dire, bon, ça fait 5 minutes qu'on fait des pompes, tu vas. Donc je travaille plus un peu sur cet effet-là, cet effet de levier-là, plutôt que de lui dire, ouais, essaie de suivre les autres et tout ça. Je les entraîne là-dedans. Et puis aussi, ça encourage les autres à le motiver, à dire, vas-y, bouge-toi, vas-y, fais ça et compagnie. Et du coup, ça a un effet assez positif. J'utilise plus ça. C'est ma technique. Après, je ne sais pas si c'est la bonne, mais Ça a l'air de ça a l'air de marcher. marcher. Quand on regarde le Wall of Fame que tu as là-bas, Ouais, c'est pas mal, bien ça marché. ça se remplit bien. Ouais, mais pas mal. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment cool. Le complexe que tu as monté est incroyable. On est bon, c'est ça? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, ça fait combien? Je sais pas, franchement, je pourrais parler une heure de plus, il n'y a aucun problème. On est à 30 minutes déjà? Oh putain, ouais, pas mal. Ça passe vite. Après, je me dis, c'est tout ça, il faut que je fasse un montage carré. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, ouais. Donc, non, si juste on peut finir sur ça, je pense que ça peut être une fin un peu cool. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut te souhaiter là pour la fin, des objectifs toi perso que tu as à accomplir et le dire à des gens comme ça, au moins tu as vraiment une deadline, tu sais que tu pourras pas. Il y a des preuves quoi. Il y a des choses que tu as envie de. Des choses que j'ai envie de mettre en place. C'est ça, que tu as envie de mettre en place, des objectifs perso, des objectifs pour tes athlètes. Des objectifs perso, pour l'instant, moi je me mets des petits objectifs, mais juste sportifs parce que je marche à ça. J'aime bien, je me suis motivé pour faire le semi-marathon de Sanseb fin novembre là. Donc je me suis donné ça pour cette année parce que je marche à la carotte, j'ai du mal à m'entraîner histoire de m'entraîner. Ouais, j'arrive pas pas. dans la compète, t'aimes pas. Non, voilà, donc je me dis si voilà, je m'entraîne parce que j'ai ça derrière en me disant j'ai pas envie d'être le plus nul. Voilà, donc je me motive comme ça en me disant voilà, et donc du coup je me suis mis ça cette année sur la fin d'année. Et après j'essaie de me mettre des petits trucs, peut-être un swimrun par-ci par-là, ou des courses, mais il faut toujours qu'il y ait la carotte. Donc on verra la suite. Et pour la salle, tu as d'autres projets? Pour la salle, pour le moment, ouais, développer. Moi, je sais, je t'envoie des pièces.
Pour la salle, on a développé, je suis en train de voir pour développer surtout des stages axés sur le triathlon là. Donc mettre ça en place sur l'hiver prochain parce qu'ils ont une période de novembre à avril où c'est leur période vraiment d'entraînement. Donc je suis en train de voir pour développer ça. Donc c'est en plein travail. Et du coup, pour faire une transition logique à ce qui va se passer juste après, puis à mon âme, c'est quoi un peu ce que tu as prévu sur la... Littéralement une séance dans le style de ce que j'ai fait avec Pierre. Donc on a une bonne partie jambes, parce que lui il voulait absolument des jambes solides, donc on a une bonne partie jambes et après une partie aussi avec un peu d'hypoxie sur une partie un peu bras, tu vas te régaler aussi. Tu vas voir, il y a à boire et à manger. Tu vas pas être déçu. Donc on peut y aller, c'est parti. Vas-y, feu. Allez, gaz. Bonne chance. Hein. Bah ouais, à toi surtout.